heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Du 18 au 24 février 2024 se tiendra le 22e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Les panélistes vont discuter sur l'état de la mise en œuvre du 6e objectif de développement durable ODD 6 sur le continent africain. Et puis la culture de vanille en Ouganda a chuté à cause du dérèglement climatique. Pour accompagner les cultivateurs de cette épice, le gouvernement a mis en place des mesures afin de relever le défi. Bienvenue. La Guinée-Conakry accueille le 22e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. À cet effet, les préparatifs pour le bon déroulement de l'événement ont démarré. Il sera question au cours de ce congrès d'échanger sur l'état de la mise en œuvre du 6e objectif de développement durable ODD 6 sur le continent africain. L'événement se tiendra du 18 au 24 février 2024. Plus d'explications dans ce commentaire. Développement humain en Afrique par les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est autour de ce thème que les dirigeants politiques et les partenaires au développement se réuniront à Conakry, la capitale guinéenne, pour le congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Au moins 3000 participants dont 500 exposants sont attendus à l'occasion de cette 22e rencontre. Les panélistes africains échangeront sur l'état de la mise en œuvre du 6e objectif de développement durable ODD 6 sur le continent. Une occasion de partager les innovations technologiques dans ce domaine encore caractérisé par les inégalités sociales et le manque d'infrastructures, particulièrement au sud du Sahara. C'est le cas des zones rurales à Madagascar, où le taux de défécation à l'air libre est de 42%, ou encore du Soudan du Sud, qui n'a pas d'installation efficace pour répondre au stress hydrique. Le pays hôte du Congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement espère nouer des partenaires avec de potentiels investisseurs pour mettre en place de nouvelles infrastructures afin d'améliorer le cadre de vie des Guinéens. En Ouganda, la culture de vanille, qui était autrefois florissante sur le plan économique, connaît aujourd'hui une chute considérable. Dans le but de protéger les cultivateurs de vanille, le gouvernement a mis en place des mesures afin de relever le défi de la commercialisation de cette épice dans le pays. Retrouvons Irène Papadina pour plus d'explications. Depuis des années, la culture de vanille a un immense succès en Ouganda. Mais aujourd'hui, ce secteur agricole n'étant plus florissant, les agriculteurs se demandent si le jeu en vaut la chandelle. Lorsque Dan Mukasa s'est lancé dans la culture de vanille en 2018, il misait sur l'espoir de gagner de l'argent. Cette épice se vendait à l'époque à $80 le kilogramme, mais il savait aussi que ce prix pouvait être multiplié au fil des années. Lorsque j'ai débuté, je pensais vendre le kilo à $6. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planter. Mais j'ai commencé tout petit avec 5 plantes environ. Et avec le temps, c'est devenu une plantation. Pour protéger les cultivateurs de vanille, le gouvernement a commencé à déclarer la période de récolte, une période probable qui tient en compte des tendances dans les différentes régions du pays. Les gousses de vanille mûrissent dans l'ouest du pays et la période officielle de récolte a débuté le 17 juillet. La date que nous fixons n'est pas absolue. Il s'agit d'une estimation. Il n'est pas possible d'avoir une date unique pour tous les producteurs du pays, car nous avons différentes régions agronomiques. Les exportateurs locaux s'inquiètent de la diminution et de l'homogénéité de la qualité, ce qui réduit la demande de vanille ougandaise au niveau mondial. La période de récolte désignée par le gouvernement peut offrir un certain niveau de sécurité, mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant. Oui, il est possible de récolter maintenant, mais c'est aussi la période ouverte pour vendre. Ce qui nous rend vulnérables au vol, puisque personne ne va demander aux voleurs d'où provient leur marchandise. Mais avant, ce n'était pas n'importe qui pouvait vendre de la vanille. Mais maintenant, lorsque la commercialisation commence, tout le monde peut en vendre, peu importe la provenance.
Les statistiques gouvernementales montrent que le pays a exporté de la vanille pour une valeur de 11 millions de dollars depuis la fin 2022. Si l'on cumule la production de Dan et celle de tous les agriculteurs ougandais, le pays se classe au deuxième rang des exportateurs de vanille sur le plan mondial après le Madagascar. Le gouvernement béninois et la société de services publics Omilaye lancent conjointement la campagne promotionnelle Un ménage, un robinet. Une initiative pour améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations de 8 départements. En moyenne, 20 000 branchements sociaux seront réalisés en zone rurale dans le cadre de cette initiative. Suivant. Le gouvernement du Bénin et la société privée Omilaye mettront en œuvre la campagne promotionnelle Un ménage, un robinet sur l'ensemble du territoire béninois. L'opération lancée en juillet dernier vise à réaliser 20 000 branchements sociaux par an pour les ménages à faible revenu sur une période de 4 ans. Omilaye commencera la campagne dans le département de Borgo. La campagne de la société de services publics détenue à Eranov, Vernier, Hydro et Oudouma permettra de soutenir l'ambition du gouvernement béninois de réaliser 200 000 branchements sociaux d'ici à 2030 pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de 9,2 millions de Béninois. Outre la desserte en eau potable, les bénéficiaires diront adieu aux maladies hydriques et la déscolarisation prématurée des filles au profit des tâches domestiques comme la recherche de l'eau. Dans la foulée du lancement de la campagne Un ménage, un robinet, des bassins de 25 litres ont été distribués par la société Omilaye aux fontaines. Avec cette initiative, le gouvernement béninois et la société privée Omilaye espèrent un environnement sain et le bien-être des populations. En Afrique du Sud, la taxidermie est menacée par une loi britannique interdisant des trophées de chasse. Cette loi, qui est soutenue par plusieurs organisations de défense des droits des animaux et qui vise à protéger ces animaux sauvages d'une probable extinction, n'est pas saluée par tous. Irène Pakwazina. Les ouvriers de l'atelier de tannage et de taxidermie de Peter Swart s'affairent à dépiécer des têtes d'impala, à blanchir des os de buffle et à adoucir des peaux de zèbre. L'entreprise de Swart en Afrique du Sud a prospéré pendant des années, mais elle est désormais menacée par une loi britannique parrainée par des défenseurs des animaux. Le commerce légal d'espèces sauvages a été stigmatisé. Il y a une ombre sur nous. Tout ce que nous faisons est illégal et que nous tuons tous les animaux. C'est tellement loin de la vérité. Pourquoi vais-je tuer mon propre marché? Le projet de loi qui interdit l'importation de trophées de chasse pourrait ouvrir la voie à un déluge de législation similaire. La législation britannique qui vise à aider à protéger les animaux en voie de disparition a été approuvée par les législateurs britanniques en mars dernier. Couvrant des milliers d'espèces dont les lions, des rhinocéros et des éléphants, il reflète un changement plus large dans les opinions de la société occidentale sur la chasse dans un contexte de diminution du nombre d'animaux sauvages dans le monde. La chasse aux trophées a longtemps été controversée. Les partisans soutiennent que l'abattage d'un petit nombre d'animaux sélectionnés est généralement âgé et génère des revenus indispensables pour les efforts de conservation et de lutte contre le braconnage. Les entreprises de taxidermie emploient plus de 6 000 personnes en Afrique du Sud. Les partisans de ce métier soutiennent que l'abattage d'un petit nombre d'animaux sélectionnés et généralement âgés génère des revenus pour des efforts de lutte contre le braconnage et soutient les communautés locales. S'ils interdisent ce travail, ça va me coûter cher parce que je ne vais pas réussir à nourrir ma famille. Parce que pour moi et tous ceux qui travaillons ici, nous les travailleurs, nous arrivons à survivre grâce à ce travail. La chasse aux trophées rapporte plus de 340 millions de dollars par an à l'économie du pays selon une étude. Le gouvernement français compte accompagner les industriels à la réduction de leur consommation d'eau. Parmi ces consommateurs, 12 industriels s'engagent à collaborer avec l'État afin de réduire de 10% les prélèvements en eau du pays. Plus d'explications avec Rafietou Bereko.
En vue de réduire les prélèvements des plus gros consommateurs d'eau en France, l'État a adopté un plan de financement aux sites industriels. 50 industriels ont été identifiés par le gouvernement, mais pour l'heure, seulement 12 ont répondu favorablement à ce plan proposé par l'État. Ces 12 industriels font partie des premiers de la liste des plus gros consommateurs identifiés. Ils seront accompagnés par le gouvernement pour réduire significativement leur consommation en eau, comme promis lors de la présentation du plan eau en mars dernier. Les ministres de la transition écologique, de l'industrie et de la biodiversité ont visité l'usine de fabrication de plastique PVC Chem One à Ballan dans l'Ain. Cette usine est l'une des 50 qui collaborent pour la réduction de 10% des prélèvements en eau du pays d'ici 2030. Ce défi sera également relevé par d'autres usines restantes. Selon une source gouvernementale, en France, l'industrie représente 8% des prélèvements et 4% de la consommation en eau du pays. Mais il y a des territoires où l'industrie peut représenter des volumes bien plus conséquents que la moyenne nationale. Le gouvernement facilitera le financement des études, mais aussi la mise en œuvre des solutions, ceci pour aider les industriels. La région des Grands Lacs au nord du continent américain connaît une omniprésence des microplastiques dans ses eaux territoriales. D'après une étude conjointement menée par des chercheurs américains et canadiens, il ressort que 90% des échantillons d'eau puisés sur la dernière décennie contiennent un niveau de microplastique inquiétant pour la faune aquatique. Les gouvernements du Canada et des États-Unis sont invités à des actions concrètes pour solutionner le problème. Le commentaire est signé Vivas Amano. Une étude de l'Université de Toronto publiée dans la revue scientifique Canadian Journal and Fisheries and Aquatic Science révèle que les microplastiques sont dorénavant omniprésents dans les Grands Lacs. D'après les résultats de l'étude menée en collaboration avec le Centre de recherche de la région des lacs expérimentaux, presque 90% des échantillons d'eau puisés dans le lac durant les 10 dernières années dépassent les niveaux sécuritaires de plastique pour la faune aquatique. Eden Hataley, une des co-directrices de l'étude, affirme qu'il est clair que les microplastiques sont un problème pour le Canada et les États-Unis. La chercheuse canadienne trouve que la gestion des Grands Lacs devrait refléter la gravité de la situation. L'équipe de recherche explique que le Canada et les États-Unis pourraient agir rapidement en modifiant l'accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs pour permettre que les plastiques soient considérés comme produits chimiques d'intérêt. La directrice de l'étude, la Canadienne Chelsea Rochman, croit qu'il est important d'établir une stratégie de surveillance et de s'en servir pour empêcher les plastiques de se retrouver dans les lacs. Elle espère aussi que les mesures soient prises par les industries et les municipalités pour indiquer cette présence des microplastiques dans les Grands Lacs. Les forêts boréales disparaissent peu à peu dans la province canadienne du Québec. Des espaces autrefois recouverts de plusieurs espèces végétales sont désormais réduites à des plaines aux allures lunaires, principalement à cause des exploitations minières. Le gouvernement de la région doit s'y atteler pour restaurer cet espace et lui redonner sa végétation datant. Viva Samana. Autrefois couvertes d'une forte densité végétale, les forêts boréales de la province du Québec au Canada se présentent aujourd'hui comme des plaines aux allures lunaires. Cette situation est fortement causée par l'exploitation minière dans la région. En effet, l'on peut voir un sol gris et visqueux qui ressemble à de la gomme mâchée. Ce site qui cumulait des déchets d'une ancienne mine continue de récupérer des résidus d'une autre mine d'or à l'aide d'un pipeline. Ce site est incompatible avec la vie d'après Rodrigue Turgeon, un jeune militant dans la lutte pour la protection de l'environnement au Canada. Il n'y a plus de grands arbres, ni de grands sapins et d'épinettes sur cet espace qui abritait les forêts boréales. Les caribous qui étaient également présents dans cet environnement ont disparu. Adrienne Jérôme, responsable des ressources naturelles, trouve que les résidus miniers laissés à l'abandon ont des conséquences sur la faune et la flore du territoire. Le ministère canadien des ressources naturelles indique avoir entamé des travaux de restauration, mais les défenseurs de l'environnement trouvent insuffisants les efforts des autorités. Rodrigue Turgeon pense que cela ne pourra pas fonctionner avec le système actuel. Selon cet avocat, le ministère des Ressources naturelles est chargé de la restauration des sites miniers alors qu'il est aussi chargé de la promotion du secteur minier. Ainsi, il souhaiterait le transfert des dossiers de restauration au ministère de l'Environnement pour une réussite des travaux de restauration de la forêt boréale.
Au Japon, 1,33 million d'eau usée issue de la centrale accidentée de Fukushima sera rejetée en mer d'ici fin août. Le projet a obtenu un feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique après plusieurs études et rapports techniques. Le gouvernement assure que cette eau est sans risque sur la santé. Néanmoins, ce projet suscite des inquiétudes pour les pêcheurs japonais et pour les pays voisins. Le point avec Rafitsu Beriko. Le gouvernement japonais prévoit de rejeter 1,33 million d'eau issue de la centrale accidentée de Fukushima en mer d'ici fin août. Le projet est porté par la compagnie d'électricité de Tokyo. Repoussé depuis 2018, ce projet a finalement obtenu l'autorisation de l'Agence internationale de l'énergie atomique en juillet dernier, après 2 ans d'enquête, 5 missions sur le terrain et 6 rapports techniques. L'organisation avait conclu que ces rejets d'eau en mer étaient conformes aux normes de sûreté de l'agence et qu'ils n'auraient qu'un impact négligeable sur la population et l'environnement, en ouvrant ainsi officiellement la voie à la réalisation du projet. Malgré cette autorisation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette mesure suscite des vives inquiétudes des pêcheurs japonais ainsi que les pays voisins de l'archipel nippon. TEPCO envisage un rejet dans l'océan de 500 000 litres par jour minimum avec une dilution pour réduire le niveau de radioactivité de l'eau tritiée. Mais avant de rejeter l'eau à la mer, il est important de parvenir à la débarrasser de ces substances radioactives. Pour ce faire, l'opération TEPCO a mis en place un puissant système de filtration appelé ALPS, Advanced Liquid Processing System. Ce système permet d'éliminer une large partie de ces composés radioactifs qui ne subsistent qu'à l'état de trace. Toutes les substances radioactives sont éliminées sauf le tritium. Selon Christophe Gariel, directeur général adjoint en charge de l'environnement et de la santé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, cette substance est produite systématiquement par les réacteurs et rejetée par les centrales du monde entier. Elle est considérée comme inoffensive et est souvent portée du doigt dans l'augmentation des risques de cancer. Les organisations environnementales ont cependant critiqué le plan japonais. Greenpeace accuse le gouvernement nippon de minimiser les faits de radiation. Ces rejets de l'eau auront un impact négatif fatal sur les vies humaines, la sécurité et l'environnement écologique, a déclaré le régime nord-coréen. L'opération va durer des décennies. La première édition du Forum de l'entrepreneuriat du champ et de l'agriculture paysanne FEGAP débute ce 24 août à Badja, dans la préfecture de la Veille. Un rendez-vous des jeunes ambitieux qui aimeraient embrasser l'agriculture comme profession tout en montrant sa contribution dans l'économie verte. L'initiative vient de l'association Green Ladies Togo. Regardez. Placé sous le thème « Le digital comme moteur de développement agricole et entrepreneurial », la première édition du Forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne veut faire découvrir le domaine agricole aux jeunes. Il s'agira également de réunir les jeunes soucieux de la protection de l'environnement à apporter leur aide aux communautés rurales face aux défis climatiques. Nous avons remarqué que les jeunes ne sont plus attachés à l'agriculture et ils pensent que c'est pour les illettrés et ceux qui n'ont rien à faire. Et nous voulons les ramener à suivre les directives du chef de l'État cette année, qui n'a aménagé aucun effort à nous fournir des terres, des arbres dans des communes, dans des préfectures, dans la région maritime. Il faut que nous partagions ces informations autour de la jeunesse, les ramener à travailler, à cultiver la terre pour éradiquer un peu le chômage. Et nous avons programmé comme formation la production des engrais écologiques, et la conservation des semences paysannes et la transformation des produits agroalimentaires. Ce sont ces formations qui vont coiffer notre forum. Le public, c'est la jeunesse. Et si nous parlons de la jeunesse, nous ne se limitons pas autour de 40 ans. Nous avons jusqu'à 45, 50. Ceux qui ont l'idée de devenir agripreneurs, nous voulons les aider avec la formation et les réorienter vers l'agriculture écologique.
Nous voulons les dire de quitter l'agriculture chimique, c'est-à-dire l'utilisation des produits chimiques, les herbicides, les intrants chimiques. Nous voulons les aider à abandonner ces pratiques pour retourner vers l'agroécologie qui est même plus bénéfique. La ferme écologique d'Enigma située à Badja, dans la préfecture de l'Avé, accueillera ce premier forum. Durant 3 jours, les participants seront formés sur l'agriculture paysanne et organique. Oui, l'idée nous est venue du jour où nous avons su que la terre peut nous donner de quoi manger, de quoi supporter notre famille. Nous avons un jardin de moins de 1200 mètres carrés qui a des spéculations différentes. Nous avons des produits importés, des cultures importées, comme des fenouils, certains piments de variété américaine. Nous avons des tomates d'origine américaine. Nous avons des laitues qui ne se produisent pas trop ici chez nous, que nous avons ramené du Niger, et certains qui sont venus des États-Unis. Nous avons communément appelés des bomas. Nous avons notre boma, la grande morelle ou épinard. Nous avons la corelle à démets. Nous avons la patate douce. Nous avons plein de choses. Vous trouverez dans notre jardin le tournesol. Vous allez trouver un peu de tout, quoi. Pourquoi on a fait tout cela? C'est pour permettre aux enfants, aux élèves, ceux-là qui ne connaissent pas certaines cultures et qui ne savent pas comment se produisent ces cultures, de pouvoir visiter le jardin et de trouver un peu de tout dans le jardin, poser des questions pour pouvoir découvrir beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avons mis toutes ces spéculations. Le premier jour est réservé à la théorie. Les apprenants vont apprendre comment le sol est constitué, la richesse de ce sol. Quand bien que le gouvernement a donné la richesse du sol du sud au nord, comment est fait notre sol togolais du sud au nord, dans la V, comment est-ce qu'on peut connaître la fertilité du sol. C'est quelque chose de très très important dans la vie de chaque paysan. Il faut connaître son sol, la fertilité de son sol. Comment, à partir de notre portable, nous allons connaître la fertilité de chaque sol et comment est constitué ce sol-là. Qu'est-ce qu'il faut produire à tel endroit de son champ, qu'est-ce qu'il ne faut pas produire là. Donc, théoriquement, nous allons apprendre aux apprenants comment connaître tout cela. Mais les jours qui vont suivre, nous ferons beaucoup de pratiques. Nous ferons beaucoup de pratiques pour pouvoir leur apprendre que ce qu'on dit par écrit est aussi réalisable avec la main. L'agriculture écologique ou biologique est une méthode de protection agricole qui vise à respecter les systèmes et cycles naturels, maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la santé des végétaux et animaux. Cette technique aide à protéger l'environnement en réduisant l'érosion et la dégradation des sols. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur votre chaîne environnementale Green TV International.